Bonsoir à tous, vous suivez RTI 1, la dernière tranche d'information dont voici les titres. Ce lundi matin, dans le quartier de la 8e tranche à Angré, le Premier ministre s'est lui-même rendu sur le lieu du drame. Un immeuble s'est écroulé au milieu de la nuit, faisant de nombreuses victimes et des blessés. Patrick Kachi a exprimé la compassion du président de la République aux familles des victimes. L'hôpital général de Yopougon-Atié vient d'être inauguré. La cérémonie s'est tenue ce lundi en présence de plusieurs membres du gouvernement, dont le Premier ministre Patrick Kachi. La nouvelle infrastructure sanitaire vient améliorer la qualité des soins et la prise en charge des malades. Et puis la direction de l'Office national de l'état civil et de l'identification ONESI met les bouchées doubles. Elle invite les Ivoiriens à se faire enrôler massivement pour l'établissement de la nouvelle carte nationale d'identité. Dénommée Renouvelle rapidement à CNI, elle sera effectuée dans le bus d'enrôlement mobile. Voilà pour les titres. Et la série noire se poursuit à Abidjan. À Angré, 8e tranche, un immeuble s'est effondré dans la nuit de dimanche à lundi, faisant de nombreuses victimes. Alerté par ce énième drame urbain, le Premier ministre Patrick Kachi s'est aussitôt rendu sur le lieu. Le constat d'Alexis Ouedraogo. Ce lundi, dans les gravats de l'immeuble effondré d'Angré 7e tranche, Patrick Kachi essaie d'apporter soutien et réconfort aux victimes. On aura vraiment un bilan définitif lorsqu'on aura fait tout le déblai de tous les chantiers. Nous avons été donc instruits par son Excellence, Monsieur le Président de la République, de venir sur les lieux pour nous enquérir des causes profondes à la base de ce drame. On prend en charge déjà les populations qui ont pu en sortir en vie au niveau médical, mais également pour ceux qui n'ont plus de lieu où se loger. Les services du ministère de la Solidarité sont en train de faire le nécessaire. Et donc nos premiers mots, bien sûr, vont à l'endroit des populations. Le gouvernement se dit engagé à faire la lumière sur les causes du drame. Le procureur de la République a été saisi, les enquêtes ont démarré, le propriétaire a été identifié. Les investigations vont continuer dès que les pompiers auront terminé de faire les fouilles. Et donc déjà la justice elle-même va se mettre en branle pour que les sanctions judiciaires qui doivent donc s'appliquer puissent se poursuivre. Mais au-delà de ça, ce sont les maîtres d'ouvrage, ce sont les entreprises, ce sont les bureaux de contrôle, ce sont les administrations en charge de mettre en œuvre la réglementation qui vont être directement interpellées, pour lesquelles des mesures également administratives vont être prises. Les enquêtes sont ouvertes. Le bâtiment qui s'est effondré comptait 4 étages de 28 appartements. Tel un château de cartes, il s'est effondré au milieu de la nuit avec ses occupants, certainement dans les bras de Morphée. Selon le GSPM, le bilan est lourd. On compte 36 victimes, dont 6 décès au moins. Un drame qui survient une semaine après celui de la commune de Trècheville. Retour sur les lieux avec Walter Amadou Ouattara. Innocent est un rescapé qui habitait depuis 2 années au 4e étage de cet immeuble effondré. Il affirme ne pas sentir le moindre danger venir. Aux environs de 0h33, nous étions en chambre et puis on a constaté l'écoulement. Il y avait du bruit et puis bon. Donc je sors et bon, il fait noir. Donc mon premier réflexe c'est mon téléphone. J'arrive et je vois que l'immeuble est en train de s'effondrer. Si je sentais un danger venir, j'allais quitter l'immeuble. Le commandant du groupement des sapeurs-pompiers militaires fait un point de la situation. Nous étions aux alentours de 10 h du matin. On a pu extraire de l'immeuble au moment de l'intervention 30 personnes, 17 qui ne présentaient pas de lésions particulières et 13 qui ont été évacués dans les hôpitaux de CHU d'Angré, CHU de Cocody et dans une clinique de la place. Les recherches ont continué parce qu'on nous signalait la présence de personnes dans les décombres. Donc on continue les recherches et nous avons pu, à l'heure où je vous parle, repérer 3 corps. 2 ont déjà été extraits, le 3e est en cours d'extraction. Mais il serait fort possible qu'il y ait encore des corps sous les décombres.
Informé, le ministre Bruno Koné déplore le drame et rappelle les règles en matière de construction. Ce que nous ressentons le plus, au-delà de la tristesse, c'est la colère. C'est la colère parce que, encore une fois, nous voulons que ce genre de situation n'arrive plus. Nous voulons arriver à zéro effondrement. Le recours obligatoire pour toutes les constructions au-delà de R+2 à un bureau de contrôle et de normalisation des risques ou à un ingénieur conseil. Et puis, bien entendu, nous assurons, dans la mesure de nos possibilités, le contrôle de tout cela. Nous avons, en 2021, effectué plus de 10 000 contrôles, là où la moyenne auparavant était inférieure à 2 000. Le dimanche 27 février dernier, c'était un immeuble de R+7 en construction à Trècheville qui faisait des victimes. 8 jours après, un autre drame à Cocody, précisément à Angré, 8e tranche, non loin de l'immeuble CGK. On note également 11 cas d'effondrement en 2011 en Côte d'Ivoire. Sans oublier ceux d'Anono, le 12 mars 2021 dans la commune de Cocody et de Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, survenue le 13 juin 2018. On s'intéresse maintenant aux activités du chef du gouvernement réalisées et équipées à hauteur de 22 milliards de francs CFA. L'ancienne PMI de Yopougon-Atié est désormais un hôpital général. Le Premier ministre Patrick Kachi l'a inauguré ce lundi. Le plateau technique de l'infrastructure sanitaire a été renforcé et sa capacité d'accueil passe de 57 à 123 lits. L'hôpital général va également offrir au personnel de santé un meilleur cadre de travail conforme aux normes internationales. Alexis Ouetraogo. Voici le nouvel hôpital général de Yopougon-Atié. Anciennement PMI, l'infrastructure sanitaire a été réhabilitée dans son architecture, ses fonctions et son plateau technique, aujourd'hui à la pointe de la technologie. Nous sommes ravis de pouvoir enfin travailler dans d'excellentes conditions. Mes collaborateurs et moi ont hâte d'accueillir la population qui va venir, surtout que maintenant, toutes les spécialités de la pédiatrie sont présentes. Un examen osseux, c'est en position couchée. Lorsqu'il y a un cas qui arrive, on a besoin de savoir urgemment qu'est-ce qui se passe dans le corps du patient. Donc c'est le premier examen qu'on fait en général. Ce lundi, le Premier ministre Patrick Kachi a procédé à l'inauguration de la phase 1 de l'ouvrage, au grand bonheur des populations. En janvier 2018, le gouvernement a procédé au lancement officiel de la réhabilitation de 8 établissements sanitaires sur tout le territoire national. Tout Yopougon salue aujourd'hui la concrétisation de ce projet qui annonce une ère nouvelle d'accès aux soins de santé et au bien-être. Avec cette réouverture, le gouvernement affiche sa volonté de rapprocher au plus près les populations des infrastructures de santé. L'hôpital général de Yopougon-Atié, d'un coût de 22 milliards, offre désormais une capacité d'accueil de plus de 123 lits, contre 53 initialement, et offre aux professionnels un meilleur cadre de travail, conforme aux normes internationales. C'est donc un hôpital complet, moderne, avec un plateau technique adéquat et offrant toutes les commodités que le gouvernement met à la disposition des populations de la commune de Yopougon. Cet hôpital entre en fonctionnement dès aujourd'hui avec les consultations prénatales, les consultations et les mises en observation en médecine et en pédiatrie, le laboratoire et l'imagerie. Il va évoluer pour atteindre sa vitesse de croisière dans 2 semaines, avec la mise en fonctionnement des blocs opératoires, des accouchements, des hospitalisations et de la réanimation. Mieux, avec la mise en œuvre de la réforme hospitalière, des comités d'orientation et de contrôle verront le jour sur toute l'étendue du territoire. Objectif, veiller au respect des différentes directives sanitaires, tant dans le public que le privé. Aux populations de Yopougon, qui voient cet hôpital général enfin réouvrir, et les travaux en cours au CHU bientôt aboutir, je veux dire une seule chose. Vous avez raison. Raison de croire au rassemblement qui permet le développement, à la paix qui permet la prospérité et à la solidarité nationale. Vous avez raison de faire confiance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, et à l'ensemble de son gouvernement. Nous agissons, nous bâtissons, nous avançons pour que les lieux qui prendront soin de nos concitoyens, tel l'hôpital général de Yopougon, puissent exister partout en Côte d'Ivoire. Nous le disons,
nous le faisons. Et nous allons demain le faire toujours plus vite, toujours mieux. Toujours le mot pour le personnel soignant. Patrick Hachi en appelle à leur professionnalisme. Lorsqu'on inaugure un nouvel hôpital, comme j'ai eu le plaisir de le faire à plusieurs reprises ces derniers mois, on parle souvent des installations, du nombre de lits, des équipements techniques, mais on ne peut oublier qu'il ne serait rien sans les femmes et les hommes qui vont lui permettre de jouer pleinement son rôle. Je veux aussi leur rappeler l'exigence humaine qu'ils portent sur leurs épaules, celle de l'effort et du professionnalisme, celle du respect dû aux âmes et aux corps affaiblis, celle de l'attention humble, délicate, prodiguée aux patients. Et dans sa volonté d'améliorer la prise en charge sanitaire des populations, le gouvernement va renforcer les mécanismes de contrôle, notamment sur le point de la gratuité ciblée, renforcer les ressources humaines de santé et veiller à la bonne application des politiques d'entretien et de maintenance des infrastructures sanitaires. Et puisqu'on parle de santé, on fait maintenant le point de la situation de la Covid-19 au 7 mars. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce lundi 3 nouveaux cas de Covid-19 sur 1258 échantillons prélevés, soit 0,2% de cas positifs, 72 guéris et 0 décès. À la date du 7 mars 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 81 559 cas confirmés, dont 80 455 personnes guéries, 795 décès et 300 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est d'1 432 501. Le 6 mars, 18 642 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 10 352 409 doses du 1er mars 2021 au 6 mars 2022. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres dédiés. Il rappelle que le vaccin contre la Covid-19 est gratuit et volontaire. Je vous donne à présent lecture de ce communiqué relatif à l'allègement du contrôle sanitaire à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. À l'attention des voyageurs à l'arrivée et au départ à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, nous avons le plaisir de vous informer qu'au regard de l'évolution de la circulation modérée de la Covid-19 sur notre territoire et en l'absence de nouveaux variants, la réglementation mise en place dans le cadre de la Covid-19 pour les voyageurs sera allégée comme suit. Passagers à l'arrivée pour les voyageurs à destination de la Côte d'Ivoire présentant la preuve d'une vaccination complète, le test PCR n'est plus exigé comme document sanitaire de voyage. Pour les voyageurs non ou incomplètement vaccinés à destination de la Côte d'Ivoire, la preuve d'un test PCR négatif est exigée comme document sanitaire de voyage. Passagers au départ, les voyageurs présentant la preuve d'une vaccination complète sont dispensés de tests PCR à destination d'un pays ne l'exigeant pas comme document sanitaire d'entrée. Pour les voyageurs non ou incomplètement vaccinés, la preuve d'un test PCR négatif est exigée comme document sanitaire de voyage. La validité des résultats du test PCR passe désormais de 48 heures à 72 heures. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique, de la couverture maladie universelle et le ministère des Transports adoptent ces nouvelles mesures qui entrent en vigueur à la date de signature du présent communiqué fait à Abidjan le 7 mars 2022, signé Amadou Koné et Pierre Dimba. À la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, il s'est déroulé ce lundi une séance plénière de délibération du Sénat. 3 semaines durant, les sénateurs ont examiné 11 projets de loi, tous validés à la fin des assises. Le président Jeannot Ahoussou-Kouadio a ensuite procédé à la clôture de la session extraordinaire 2022. Le compte-rendu de Kader Sogodogo. Après 3 semaines de travaux, le temps est venu pour les sénateurs de retourner à leurs vacances. La clôture de la session extraordinaire 2022 a été une occasion pour le président de l'institution, Jeannot Ahoussou-Kouadio, de rassurer quant à l'engagement de la Chambre haute à travailler pour des lois qui répondent aux besoins actuels, aux attentes des populations. C'est l'essence d'ailleurs d'un 11 projets de loi adoptés en plénière.
Au cours de cette session extraordinaire, nous avons donné un coup d'accélérateur à la consolidation de l'architecture institutionnelle de notre pays. Les 11 projets de loi adoptés au cours de cette session extraordinaire sont des réponses adaptées aux attentes du peuple et aux exigences d'un développement inclusif, durable et résilient. Jeannot Ahoussou Kouadio a également tenu à saluer l'engagement du président de la République Alassane Ouattara de faire prévaloir la démocratie vraie en Côte d'Ivoire. En demandant la convocation de cette session extraordinaire, le président de la République témoigne du rôle essentiel du Sénat et plus particulièrement du Parlement dans la construction de la démocratie dans notre pays. Une démocratie représentative qui permet au peuple et aux collectivités territoriales d'intervenir dans le processus de fabrication de la loi et de consolidation de l'état de droit au service de la nation et du citoyen. Dans un peu plus d'un mois, le 12 avril exactement, les sénateurs retrouveront l'hémicycle à l'occasion de la rentrée de la session ordinaire 2022. Dernière image de cette session de clôture, les sénatrices qui ont tenu à célébrer à la veille de la Journée internationale de la femme les 71 ans du président Jeannot Ahoussou Kouadio. Les sénateurs sont ainsi en vacances. Bon repos à vous, messieurs, dames. Et à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la rédaction de RTI 1 a rencontré la première femme générale des eaux et forêts. Le conservateur Zouzou Maï Elvire était sur le terrain avec ses hommes dans leur cantonnement de Beaunois. Dans ce reportage que vous allez voir, notre équipe a tenté de comprendre son ascension au sein de cette force paramilitaire. Une idée de reportage de Patricia Omouitia. Cantonnement des eaux et forêts de Beaunois ce samedi matin. Le personnel est prêt à recevoir la première femme générale des eaux et forêts, conservateur général des eaux et forêts, directeur général de la faune et de la flore, chef de commandement des eaux et forêts. Du centre de la Côte d'Ivoire, Zouzou, épouse Maï Evelyne Joël, a eu l'amour de la forêt par sa grand-mère, à l'époque, qui soignait avec les plantes. J'ai fait ma formation ingénieur des eaux et forêts de 1991 à 1997, où j'ai eu mon diplôme. J'ai intégré le ministère des eaux et forêts depuis décembre 2002. En 2012, je suis devenu donc directeur de la faune et des ressources synergétiques, fonction que j'ai occupée jusqu'à 2015, où j'ai ensuite été donc nommé directeur régional des eaux et forêts à Bondoukou en 2018. Donc j'ai été aussi à nouveau promu directeur général adjoint des forêts de la faune. Donc, je suis revenu en centrale et depuis janvier 2019, j'occupe donc la fonction de directeur général des forêts de la faune au ministère des eaux et forêts. Une formation commune de base doublée d'une formation militaire de 30 jours à l'école de gendarmerie dans les années 2000. Parfois, la difficulté peut venir du moins de ce que certaines personnes qui n'ont pas fait la formation avec nous peuvent se poser des questions. À la fin de ma formation, j'ai senti un tout petit peu de réticence de la part de certains des recruteurs en se demandant, mais elle est femme, est-ce qu'elle peut vraiment faire la formation, le travail que nous allons lui confier? Quand ils ont osé me mettre à l'épreuve, ils se sont rendus compte qu'il n'y a pas de difficulté parce qu'on est une femme. Il faut simplement que la personne soit compétente pour le travail et qu'elle puisse le faire. Pour nous les femmes, c'est que rien ne nous est inaccessible. Tout est possible, il suffit d'avoir la volonté de démontrer sa capacité, sa compétence et sa volonté de réussir son rôle à jouer dans le développement de notre pays. Aujourd'hui, comme elle, plusieurs femmes ont suivi son exemple. C'est la première femme aux eaux et forêts qui accède au grade de conservateur général. Et pour nous tous qui sommes ses cadets, ses suivants, en tout cas, c'est une fierté pour nous de voir que l'une d'entre nous, une de nos aînées, a pu atteindre ce grade. C'est aussi un challenge pour nous parce que d'avoir ouvert la voie, il faut que d'autres personnes puissent aussi la suivre. Elle commande et nous, on exécute. Quand on confie une tâche à une femme, elle exécute correctement. Mariée et mère de 3 enfants, Zouzou épouse Maï Evelyne Joël est la première femme qui a le grade de général au niveau des eaux et forêts depuis 2019.
Je vous disais en ouverture de ce journal, obtenir sa carte nationale d'identité en seulement 2 semaines, c'est désormais une réalité. L'ONESI vient de lancer l'opération Renouvelle rapidement ta CNI. La semaine dernière, une opération d'enrôlement grand public s'est déroulée au grand carrefour de Koumassi, Logoriti. Alexis Ouetraogo. 2 semaines pour obtenir sa carte nationale d'identité, c'est possible. Cet engagement, l'Office national de l'état civil et de l'identification ONESI le prend. À Koumassi, ce lundi, l'opération Renouvelle rapidement ta CNI a été lancée avec une unité mobile présente au Grand Carrefour. Les populations, elles, ont eu l'occasion de se faire enrôler. Je passais, j'ai vu l'affiche. C'est ça même qui m'a amené à venir faire l'enrôlement. Et ça ne m'a pas pris le temps. J'ai juste pris 2 minutes pour faire. Et je suis contente. J'ai accompagné ma soeur à l'endroit précis pour emprunter un taxi pour aller à son lieu. Et j'ai vu qu'ils enroulaient des gens pour avoir la nouvelle 4. Donc j'ai dit, il faut qu'elle mette, je me rends, je fais ça pour moi. Ils n'ont pas pris le temps, c'est bien passé. Ce bus d'enrôlement mobile qui permet à l'ONESI de se rapprocher un peu plus des populations est dédié au renouvellement, réclamation et autres corrections sur les cartes nationales d'identité. L'ONESI, dans sa nouvelle stratégie, va rapprocher ses services vraiment au plus proche possible du citoyen. Nous avons déjà les centres d'enrôlement qui sont là et le bus vient en appui. Mais c'est aussi pour nous de déporter notre capacité dans les endroits où il y a la demande. L'unité mobile d'enrôlement sillonnera plusieurs communes d'Abidjan. Notons que le 31 mars prochain, les cartes nationales d'identité délivrées en 2009 ne seront plus valables. L'ONESI invite les populations à se faire enrôler. Une centaine de familles vivant dans un sous-quartier de Cocody vient de recevoir des vivres. Il s'agit de 2,5 tonnes de riz et des pâtes alimentaires. Le donateur a aussi offert des splits, des matelas et des produits sanitaires au centre de santé du dit quartier. Il s'agissait pour cette âme généreuse de manifester sa solidarité à l'endroit des populations. Astou Touré. Le chef protocole du président de la République, Éric Tabat, continue de tisser la toile de la solidarité et du vivre ensemble. Des kits sanitaires et des vivres ont été offerts aux femmes de Colombie, sous-quartier de la commune de Cocody. La maternité également a bénéficié de matelas, de splits, des instruments pour hygiène, le tout d'une valeur d'environ 10 millions de francs CFA. Un acte de partage salué à sa juste valeur par les bénéficiaires. Merci à nos papas, à nos frères qui sont venus nous honorer. Tu es venu nous donner des présents pour que nous mangions avec nos enfants. Que Dieu même le bénisse dans tout ce qu'il fait et qu'il se souvient toujours de nous. À cette rencontre, le fils de Cocody était accompagné par une forte délégation de cadres de Cocody et des personnalités du monde de la culture et des médias. Tout ce que nous voulons, c'est la paix dans ce pays, c'est le vivre ensemble, c'est partager, c'est égayer toute la population de Cocody, avec l'enfant de Cocody bien sûr. Quand l'humanité vous offre l'opportunité d'offrir ou d'aider certaines personnes, je pense qu'il n'y a pas d'hésitation à le faire. Et moi, je suis toujours prête pour ces actions-là. Et moi, j'encourage surtout ces actions-là. Ce don s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme. Aujourd'hui, c'est un prélude donc à la Journée internationale de la femme que j'ai décidé avec mes tantes de venir apporter donc ma solidarité aux populations qui en ont le plus besoin. Donc on a apporté un soulagement, je dirais, un petit don. C'est un peu donc en prélude à la Journée internationale de la femme. La directrice générale adjointe des impôts, Maferi Mabamba, épouse Mbaya, était l'invitée spéciale de cette rencontre. Au total, ce sont plus de 2,5 tonnes de riz qui ont été offerts à 210 familles. Des rencontres sportives et des prestations d'artistes ont également marqué cette rencontre. Les fidèles chrétiens catholiques vivent le carême depuis le mercredi des cendres. Pendant 40 jours, ils vont tenter de se rapprocher de Dieu à travers des prières et le partage. Le temps de carême, un moment de grâce pour les fidèles. C'est un reportage de Grâce Kando. Le carême est une période que l'Église donne à ses fidèles pour vivre intensement leur foi, moment de grâce. C'est un temps propice pour la conversion. Tous les vendredis, c'est jeûne abstinence. Les autres jours, c'est laissé au libre choix. Mais ceux qui peuvent jeûner tous les jours pendant ce temps de carême. Ceux qui ne peuvent pas ont d'autres efforts de conversion. Mais ce qui est visé ici,
c'est surtout la conversion. Faire un examen de conscience sur notre vie pour voir qu'est-ce que j'ai à changer, qu'est-ce que j'ai à améliorer, qu'est-ce que j'ai à amender pour que ma vie soit agréable à Dieu. Un nouveau départ pour les fidèles tout en renonçant aux pratiques non recommandables. C'est un temps pendant lequel nous, chrétiens catholiques, nous essayons de regarder dans la mesure de nos possibilités avec la grâce de Dieu, de nous rapprocher un peu plus de par nos actions, trier un peu dans nos vies ce qui est bon, ce qui n'est pas bon et puis demander la grâce de Dieu pour qu'il nous rende propres dans l'attente de l'avènement de Pâques. C'est un moment pour nous remettre en cause en tant qu'enfants de Dieu. C'est vrai que nous ne sommes pas parfaits. Voilà, nous faisons des choses qui ne plaisent pas forcément au Seigneur. Donc ce moment est un moment favorable pour se rapprocher davantage du Seigneur. Le carême est aussi marqué par la prière, la pénitence et le partage. Tant de charité, je suis appelé à avoir un regard plus vigilant, un regard plus chrétien vis-à-vis du pauvre, vis-à-vis du malade. Comme Jésus le dit, j'ai été malade, tu m'as visité, j'ai été nu, tu m'as habillé. Et nous aurons ce qu'on appelle les quêtes de privation, où nous allons recueillir les moyens nécessaires à aider les pauvres. Ce temps de grâce, qui dure 40 jours, est meublé tous les vendredis par le chemin de croix, qui symbolise la voie empruntée par le Christ pour le salut de l'humanité. Par le chemin de croix, nous nous rappelons que le Christ, vrai homme et vrai Dieu, a accepté de prendre nos péchés, a accepté de souffrir pour que nous soyons sauvés, et que nous, chrétiens, nous devons aussi prendre nos croix de tous les jours pour marcher à sa suite. Le carême, moment important dans la vie des chrétiens, 40 jours pour se rapprocher plus de Dieu, un temps propice de conversion. On parle maintenant de culture avec le Massa dans le cadre des rencontres professionnelles de la 12e édition du festival. Plusieurs experts partagent leurs expériences. C'était déjà le cas ce lundi avec la RTI qui a partagé sa vision du contenu avec des médias publics en tant que médias de service public. On regarde le reportage d'Issa Chonayo. Industrialiser la culture afin que les artistes vivent décemment de leur art en Afrique. C'est l'une des préoccupations du Massa 12, marché des arts du spectacle d'Abidjan. Des professionnels du secteur et des médias, depuis l'ouverture du Massa, partagent leurs expériences. À l'occasion, Désiré Koulibaly, représentant RTI Distribution, dévoile la politique du média des services publics en la matière. La RTI se déploie sur tout le palais de la culture, donc notamment des directs. Il y a les concerts de jeudi, vendredi et samedi qui seront repris en direct sur la 3. Il y a la cérémonie d'ouverture de samedi dernier qui a été retransmise en direct aussi sur les antennes de la 1. Il y a les antennes de la radio, donc Fréquence 2 et Radio Côte d'Ivoire aussi qui sont présentes sur le site, qui enregistrent des émissions en direct. Il y a aussi l'information, il y a aussi le digital. En tout cas, la RTI a déployé tout l'arsenal pour être représentée dignement sur ce festival. Pour parvenir à une véritable industrialisation de cette culture, des experts demandent qu'un accent particulier soit mis sur la formation. Tout est importé et donc on ne voit pas la nécessité de créer, alors que ça nous coûte cher. Donc si on commence à transformer nous-mêmes nos besoins, ça reviendra moins cher. Donc si on apprend à créer une voiture par exemple, la voiture de 3 millions va devenir 1 million. Donc c'est nécessaire pour nous d'apprendre à créer. Outre la formation, il est aussi conseillé aux créateurs de faire preuve de professionnalisme dans l'exercice de leur métier. Les sites internet sont utiles, les réseaux sociaux sont utiles, mais il est aussi important que les responsables de ces structures-là viennent à la rencontre des opérateurs, qu'il y ait un moment d'échange, comme vous avez pu le constater tout à l'heure dans la salle, et aussi que ces moments d'échange puissent donner lieu à des débats, à des divergences, afin que nous puissions à l'avenir mieux cibler donc, les besoins des opérateurs pour lesquels nous existons. Au terme des échanges entre experts et participants, tous sont d'accord que la culture ne peut être une véritable économie que si la transformation des produits culturels locaux sont une réalité. Le Massa, le marché des arts du spectacle d'Abidjan, a démarré samedi dernier au Palais de la Culture de Treichville. Une cérémonie d'ouverture riche en son et en lumière, avec le groupe Magic System qui a fait danser et chanter le public. On retrouve encore une fois Issa Chonayo. En 2001, le groupe Magic System a joué au Massa Inn au Palais de la Culture de Treichville.
Une prestation qui lui a ouvert la voie du succès international. Assalfo, lead vocal du groupe s'en souvient. Nous avons eu cette chance-là de participer et d'avoir des acheteurs. Aujourd'hui, nous venons jouer pour l'image de la Côte d'Ivoire. Nous venons jouer pour démontrer la richesse culturelle qu'a la Côte d'Ivoire. Pour ce Massa 12, le groupe Zoulou est invité pour assurer la cérémonie d'ouverture sur le plan musical. Un spectacle qui permet aux nombreux fans de chanter et danser au rythme du riche répertoire des magiciens. Il est vraiment très content d'être là aujourd'hui parce que c'est pas facile de danser en même temps que tout le peuple ivoirien. Le show est formidable, c'est le meilleur groupe de la Côte d'Ivoire. Je préfère ce groupe-là. Même s'ils vont jouer, je ne sais pas en Afrique, peut-être il m'avait bien mal regardé. Je suis très content aujourd'hui d'être à ce concert et de regarder le concert de Magic System gratuitement. Je suis très heureux. Cette cérémonie est vraiment une cérémonie de ouf. Et je vois la diaspora réunie, je vois l'Afrique entière réunie. C'est plus qu'une joie. Pendant plus d'une heure, Assalfo, Manadia, Goudé et Tino ont égayé les nombreux spectateurs du Palais de la Culture de Trècheville. La musique adoucit forcément les mœurs. On s'intéresse maintenant à l'actualité hors de chez nous. Le ministère français des Armées a annoncé lundi la mort de Yahya Djouadi, un haut cadre historique d'Al-Qaïda au Maghreb islamique dans le nord du Mali, neutralisé lors d'une opération au sol des forces françaises de Barkhane. Dans la nuit du 25 au 26 février dernier, les soldats de Barkhane ont conduit une opération à environ 100 km au nord de Tombouctou au Mali, durant laquelle le djihadiste a été neutralisé. Yahya Djouadi a largement contribué à l'expansion d'Al-Qaïda et du terrorisme en Afrique de l'Ouest. Et sa disparition, dit l'armée française, affaiblit et isole un peu plus AQMI. Les négociations russo-ukrainiennes ont mené à de petits progrès sur les couloirs humanitaires, a déclaré un négociateur ukrainien à l'issue de la rencontre de ce jour. Et sur les questions clés comme celles touchant à un cessez-le-feu, des dialogues intensifs vont continuer, a-t-il poursuivi. Ce journal est terminé. Je vous souhaite une agréable soirée sur RTI 1. Bonsoir et à demain, 23h.